Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 25 mai 2026, donc le dernier Raw en date. Et pour ouvrir le show, on a une promo de Paul Heyman qui se tient devant l'arène et qui a lancé une vidéo exclusive enregistrée de Brock Lesnar à l'écran. Lesnar, pas le calme posé, mais habilité d'une intensité. Il s'adresse directement à Oba Finiquance par le ironiquement pour sa victoire historique lors de WrestleMania, admettant qu'il s'est fait battre à un point tel qu'il a fait que tout était terminé pour lui. C'était humble. WrestleMania concède de l'espoir, Lesnar changer de ton et prévient Femi que ça va lui coûter un prix inestimable. Il affirme qu'il est capable d'encaisser pire comme les poses l'action fatidique. Femi est-il capable d'endurer une en retour? Lesnar conclut que Femi va se faire piétiner et d'être pas une bête à la retraite. Brock Lesnar va conquérir Obafemi à Sentia avant que l'écran ne se coupe. Très intéressant que cette promo et que Paul Heyman le sourire relève, etc. Enfin bref, qui va se faire interrompre finalement par Obafemi qui va se dire si j'ai réveillé la bête, à quoi penses-tu que Lesnar a réveillé en moi? SQ5 et F5 ont bien pu réveiller en Obafemi. En Obafemi, il rassure Heyman visiblement inquiet en lui disant qu'il ne compte pas lui faire de mal ce soir. Il précise qu'il a besoin que Heyman reste en vie et en bonne santé afin d'être le témoin et le narrateur de la fin de l'histoire de Femi déclare qu'il savoure d'avance le moment où il renverra Lesnar par la seconde et dernière. Tab prend le stylo et signe le contrat officiel pour Clash en Italie. Il conclut par dernière fois, je me battrai pour battre Lesnar, mais cette fois-ci, je me bats pour le tuer. La performance au micro de ma famille est une immense réussite. Faire face à Paul Heyman sans bégayer et imposer un tel calme démontre que Femi est à l'étoffe d'un grand champion de premier plan. L'enjeu dramatique est poussé à son paroxysme grâce à des répliques percutantes. Les 5 F5 ont l'intention textuelle de tuer la carrière de Lesnar. Cela donne une dimension de guerre psychologique indispensable à un combat de cette envergure. C'est vrai, le point note, la promo de Brock Lesnar, bien que très bien interprétant, reste une promo préenregistrée en coulisses où chez lui c'est un procédé habituel. Justement, là voici la promo de Lesnar pour la gestion du calendrier de Lesnar, mais cela rappelle un peu trop son statut de contractuel à temps partiel, ce qui peut légèrement atténuer l'énergie brute du direct pour les fans présents dans l'arène. Je suis d'accord là-dessus. Le fait que la confrontation physique n'ait pas lieu lors du show final avant le premier live event crée un manque une signature de contrat classique et la douleur implique généralement un contact visuel ou un échauffouré. Ici, l'absence physique de Lesnar force Femi à parler à un écran et à un avocat, ce qui attire le formule sans offrir le grand face-à-face final que le public réclamait avant le show de ce dimanche. C'est vrai que je suis d'accord avec tout ce que je vous ai dit là. Lesnar aurait pu être présent et ça aurait été une meilleure solution, je pense. Donc c'est quand même une bonne chose et apparemment intéressant que la WWE ait fait ça, mais j'aurais préféré que Lesnar soit présent plutôt que d'aller en faire une vidéo sur l'écran interposé. On n'a pas eu cette confrontation après le retour de Lesnar la semaine dernière. Il a juste attaqué Femi dans le dos et ils vont s'affronter en Italie. Enfin, c'est un peu bête finalement le fait que Oba signe le contrat est très intéressant. Ça, je dis pas le contraire, mais c'était vraiment une superbe belle affiche qui viennent de nous officialiser la meilleure revanche de tous les temps, comme dirait la WWE. Mais franchement, je suis quand même assez surpris de voir Obafemi signer le contrat sans vraiment réellement l'avoir lu. Il l'a peut-être lu auparavant, mais bon, on va bien voir cette affiche, comment elle va se construire. Mais franchement, je suis surpris de ce début de show où on a Lesnar finalement qui est pas présent et Obafemi qui fait un peu peur à Paul Heyman, à Pollux. Enfin bref, c'est un point intéressant que la WWE pourrait faire euh, sur, euh, sur cette rivalité-là. Enfin, franchement, ils peuvent mieux faire comme ils peuvent moins bien faire. Je suis assez heureux que la WWE ait précisé ça, mais enfin bref, c'est un point positif que la WWE nous a lancé sur. Ensuite, après, on a eu le premier match de la soirée pour le championnat intercontinental. Penta, le toujours champion, face à J1 Event. Et donc, pour le point positif du match, sur le plan purement athlétique, cet affrontement est une démonstration technique de très haut niveau, digne des plus grandes heures de la division Cruiserweight. La cimente, la ruse physique du style mexicain de Penta et la fluidité aérienne parfaite est presque irréelle de J.
fonctionner à compte final où Penta interprète Logic en plein vol pour transformer en Mexican Destroyer du net et chirurgical chef-d'œuvre visuel. La psychologie initiale d'Evans, qui refuse la poignée de main par pure frustration compétitive, apporte une couche de réalisme fantastique, désignant un jeune athlète qui réalise qu'il a le niveau du monde et que l'expérience lui fait encore défaut. Ça, c'est vrai, c'était un très très bon match, un très bon point qu'on peut surligner. Après, le point neutre, c'est la défaite propre d'Evans qui s'inscrit dans une logique de protection à long terme du jeu. Le long règne de Penta, c'est un choix de programmation neutre. Il rappelle la hiérarchie du vestiaire et confirme qu'Evans, malgré tout son talent de soutien, la foot doit encore gravir les échelons et payer son tribut avant de décrocher un titre secondaire, pas majeur. Bref, c'est une construction de personnage classique mais efficace qui maintient le statu quo de la division. Le segment en coulisses vient totalement saboter l'impact dramatique initié sur le ring, le refus de serrer la main sous le coup de la déception, poser les fondations parfaites pour un changement d'attitude interne ou du moins pour une évolution psychologique plus sombre et revêt un Evans frustré par le système en forçant le personnage à s'exprimer 2 minutes plus tard auprès du champion en coulisses dénonce instantanément tout le drama. Ça donne l'impression que l'équipe créative a eu peur des retours du pays et a préféré trop pédaler en urgence, transformant mon intention en un simple saut d'humeur en fatigue sans aucune conséquence à long terme. En tout cas, la victoire de Penta était attendue après qu'il ait survécu à Early Page. Il n'allait pas perdre le titre intercontinental face à Given Evans. Enfin, après, c'est que mon point de vue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est dommage de faire ça avec Penta. Enfin, bref. Ensuite, après, du coup, on a eu une transition avec on a appris que donc l'équipe créative a annoncé que Logan Paul s'est blessé au triceps par Michael Cole et Corey Graves, donc il sera absent pendant de longs mois et ça a mis des tensions dans la vision qui est pensée rendre l'équipe par équivoque. Enfin, Austin Theory pensait ça, mais Playman a bien spécifié dans le contrat que Braun Breaker pouvait défendre les titres également, donc c'est quand même assez intéressant de vous faire ça ainsi, mais là, finalement, c'est dommage pour Logan Paul qu'il soit blessé. On lui souhaite un bon rétablissement. Et ça, je peux pas dire le contraire. Mais quand même, il faudrait parfois que la WWE fasse attention à ses catcheurs. Mais bon, finalement, le point positif, c'est que la règle du collectif de la Free Ryan Wall pour maintenir au sein de la une super trouvaille scénaristique. Cela évite le de rendre les titres vacants et permet d'assurer ce nouveau duo apporte une fraîcheur et une menace immédiate qui entraîne toute la division par équipe de Raw. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Le segment musical de Joe Hendry, je vais y revenir, utilise une formule éprouvée et qui fonctionne toujours auprès des fans de la satire et des chansons humoristiques permet de maintenir la cohésion organique d'Hendry avec le public et de générer une réaction sonore massive pop. C'est un segment de diversion dans sa structure conclue spécifique pour servir de rampe de lancement à l'agression qui va suivre. L'agression physique suivie par Jeff Schuft d'un manque criant d'originalité d'une paresse d'écriture flagrante, l'attaque par derrière avec une chaise en acier sur un rival distrait par un micro ou un instrument, un cliché le plus usé, le plus prévisible et le plus surexploité de l'histoire depuis 3 décennies pour une faction qui se vante d'incarner l'élite, la modernité et l'avenir de l'industrie comme The Vision. Or aussi une théorie utilise des méthodes aussi archaïques et simples. Lisse réduit l'impact psychologique, l'attaque et donne une impression déjà vu. Regrettable, je suis d'accord là-dessus, mais quand même, ce personnage-là, d'Austin Theory, j'ai hâte de le voir et c'est une destruction que a subi donc Joe Hendry, qui s'est fait littéralement dérouler avec cette chaise, mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu quand même assez souvent, là du côté de la vision, donc on va bien voir si ça va continuer. Enfin bref, donc ensuite après on a un segment en coulisses entre les Street Profits et puis Seth Rollins. Donc ce segment en coulisses rappelle un peu l'absoluté d'utiliser le passif de la trahison de la fin du jeu pour justifier la viscérale et il donne une profondeur psychologique fantastique au personnage. Les répliques sont cinglantes, équilibrées, aucun des deux hommes ne passe pour un lâche ou un méchant de caricature. C'est un moyen de construire un match de prestige
prestige basé uniquement sur l'orgueil, la fierté critique et le respect martial entre deux des meilleurs performeurs du roster. La Globe va peut-être un peu loin, mais la mise en scène de la liste respecte les standards habituels. Les refus de Ford pour couper la parole et transformer un défi pour le soir même et un ressort narratif clair qui permet de remplir la carte de 3 heures, enfin de 2 heures et demie de manière fluide, bien qu'il s'agisse d'une procédure mécanique très prévisible. Le principal point d'ordre de cet échange réside dans la relégation immédiate dans le second complot l'occupé dans les champs de la caméra. Ça renforce le cliché selon lequel Ford est la seule véritable star de l'équipe et que il n'est qu'un faire valoir, ce qui nuit gravement à la partie dans tant qu'équipe soudée. Je suis complètement d'accord sur ça, mais c'est une histoire finalement. Donc on va avoir un match qui va s'officialiser entre Seth freaking Rollins et le très très intéressant Ford. Match qui va être intéressant. Et donc après on va avoir Penta qui va être avec le directeur général de la Triple et Mysterio qui va lui demander un match pour le titre intercontinental. Quand même assez intéressant de faire ça du côté de la WWE, mais finalement ça va pas se passer comme je pense Rey Mysterio l'aurait espéré. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas c'était quand même assez intéressant comme le prochain match qui arrive. Bailey et Lyra Valkyria, le Judgment Day contre le Bailey et Lyra Valkyria contre le Judgment Day, Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Très très belle opposition, la seule véritable note positive c'est en fin de ce match dans l'interview. Après, si le match a été intense, c'est sa dimension technique intrinsèque qui impressionne. L'opposition de style entre la physicalité lourde. Raquel Rodriguez a offert de superbes séquences de transition. La victoire de Bailey et Lyra Valkyria qui relevait d'un petit paquet sur la championne cache une portée politique et narrative majeure pour la division. Premièrement, ce résultat agit comme une véritable rampe de lancement pour l'homme du tournoi Queen of the Ring qui va dans le duo golf, sachant un élément de crédit auprès du grand public. Roxanne n'est pas championne, mais bref, deuxièmement, le résultat rejette le statut en ne pas de défaite propre face à une de finition, mais en succombant à un contre rapide né d'un Kipre à la légitime, Perez demeure intact et accidentelle, ce qui préserve son aura d'invincibilité athlétique. Troisièmement, c'est la ligne de l'intelligence tactique de Bailey entre comme une véritable vétérane capable de capitaliser instantanément sur la moindre faille. Enfin, se sème intelligemment les graines de la discours au sein du jugement des Paz va pouvoir blâmer la maladresse pour cet échec ouvrant la voie à des intrigues, des coulisses riches en paranoïa. L'implication visuelle de la ceinture championne de la AAM, un intérêt cross-promotionnel unique qui s'inscrit bien dans l'ère moderne, un monde que les titres extérieurs ont une valeur dramatique. Néanmoins, pour le grand public, l'absence de contextualisation claire de l'importance de cette ceinture mexicaine génère une confusion superflue au milieu de l'action. Enfin bref, le point de ce match est un échec créatif flagrant en raison d'un super king étouffant, indigeste et paresseux. L'action permet athlétique de 4. Je suis totalement d'accord avec tout ce que je vous ai dit. C'est une super victoire donc pour Bailey et Lyra Valkyria pour pouvoir passer à la suite de cette petite review que je vous ai un petit peu improvisée. Enfin bref, je sais qu'il est tard et je la suivrai peut-être un petit peu plus tard. C'est donc le segment entre la mégastar LA Knight et Jimmy Uso. Le magnétisme et la naissance microphonique de LA Knight reste au sommet de l'industrie. Sa capacité à capter l'attention de la reine en quelques secondes et à lier organiquement ses ambitions de tournoi de King of the Ring avec la grande histoire de la compagnie Roman Reigns. C'est un modèle d'écriture promo. Il maintient son statut de favori de la foule sans aucun effort apparent, distribuant ses répliques avec un pen verbal percutant qui fait réagir le public à chaque phrase. Je suis totalement d'accord là-dessus. Le point neutre de l'absence de Jey Uso est géré de manière intelligente à l'écran, ayant d'ailleurs pris son de rassurer les fans via ces canaux de communication après le show. Ça permet de crédibiliser l'approche purement diplomatique et pacifique de Jimmy Uso qui sait pertinemment qu'il ne dispose pas de la supériorité numérique nécessaire ce soir-là pour engager un bras de fer physique avec Knight. Point négatif, ce segment souffre d'une incohérence psychologique majeure qui insulte la mémoire à court terme des voir Jimmy Uso
pilier historique d'une faction qui a triché de manière systématique pendant des années pour préserver ses préjugés, venir jurer les yeux dans les yeux que la Bloodline durera la garde de l'équité sportive et du respect des règles et d'un ridicule absolu. Cette amnésie collective forcée pour faire avancer le cerveau rend les motivations de Jimmy confuses et artificielles, brisant la cohérence narrative globale de la faction. Je suis totalement d'accord, mais quand même, c'était assez intéressant comme segment, tout comme le segment suivant, entre Rousseff et Rey Mysterio qui va nous déboucher un match tout simplement assez intéressant. Et c'était vraiment une bonne chose de faire ce segment-là, même si je pense que c'était pas la meilleure solution de la part de la WWE de faire ça, mais bref, ça c'est une autre histoire, c'est mon point de vue, et je pense que ça a été surtout pour être prétendant au titre de Pentai qu'ils auraient pu faire autrement que de mettre ce tournoi-là. En tout cas, la meilleure solution était peut-être pas celle-ci, donc on verra dans les prochaines semaines ce que la WWE va nous réserver, mais je suis quand même assez heureux de voir un Rousseff vraiment vengeur, Ethan Page qui lui dit le fait de passer devant toi, et finalement bah c'est lui qui essayait de passer devant. Enfin bref, ça crée des petites tensions et c'est ça qu'on aime du côté de la DRE. Donc on va bien voir ce qu'ils vont nous faire dans la WWE. Enfin bref, c'est une histoire. On passe au prochain match. Seth Rollins contre Montesford. Franchement, le chef-d'œuvre de la soirée. Le match a parfaitement délivré ce que je sais moi, un duel intense basé sur l'orgueil, la psychologie, notamment la gifle de Ford qui réveille le monstre chez Rollins. C'est exceptionnel. Le déroulement de ce duel par un compte 3 francs et net après un stand et un coup de génie dans l'écriture des deux personnes. Ce résultat valide de manière éclatante le statut de Seth Rollins en tant que grand patron de la marque rouge capable de redevenir le tueur impitoyable lorsqu'on l'honneur est bafoué, mais la véritable force de ce résultat réside dans la manière dont il fait grandir Montesford en suivant le tournoi seulement après avoir posé Rollins dans ses ultimes retraits championnat un pays et en ne pliant que face au coup de grâce suprême du visionnaire. Ford resserre de cette défaite avec un statut de main eventer en soi indiscutable. Le résultat prouve qu'il a longtemps en laissant une marge de progression logique. C'est vrai que Montesford a été impressionnant dans ce match-là. Et je vais suivre cette analyse-là. Elle est réelle et j'ai beaucoup aimé ce match-là. Et franchement, le point neutre, c'est peut-être l'alliance de circonstances qui se cache, qui se dessine entre Rollins face à l'ennemi commun. The Vision, pris dans la pure tradition du catch. C'est un ressort scénaristique classique, mais diablement efficace pour structurer la suite de la division Paris. Prend une suite logique à l'histoire sans bousculer les codes établis. Enfin bref, la répétition créative des actions reste constituer une preuve flagrante de paresse de la part des scénaristes au cours de la même soirée. Faire attaquer par derrière avec une chaise au début du show, puis le faire exactement répéter la même agression sur Dawkins une heure plus tard, dilue complètement la plaque psychologique de l'objet et donne l'impression que le show tourne en rond pour mêler ces 2 heures et demie d'antenne manquant cruellement d'imagination pour diversifier les agressions. C'est vrai, mais pour revenir à ce match-là, franchement, c'était un bon. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette rencontre entre Seth Rollins et Montesford. Et franchement, c'est une meilleure décision qui est prise la WWE, c'est de mettre en avant le visionnaire, enfin de mettre en avant Seth Rollins, de lui faire gagner ce match-là. Il a plus perdu à Raw depuis. Enfin, il n'a pas perdu à Raw depuis le premier Raw sur Netflix en 2025, donc c'était une super occasion. Malheureusement, la tension est à son paroxysme et Austin Theory, qui a promis de venger tous ses acolytes, tous ses protégés, a attaqué Montesford et a un peu caché. C'est un peu trop répétitif et c'est que mon point de vue. Je trouve ça ballot de faire ça et de répéter les trucs comme ça du côté de la W, mais peut-être que c'est fait exprès, je sais pas, mais en tout cas c'est la meilleure chose à faire, c'était de faire ça. Peut-être que c'est ce qu'ils répondront, mais franchement je suis quand même assez déçu, mais après c'est le scénario qui est ainsi, et peut-être que c'est bien vu de la part de la W, ça j'en ai aucune idée, on verra bien dans les prochaines semaines ce qu'ils vont nous réserver, mais moi j'aime pas trop leur façon de booker les choses, des fois est un petit peu bizarre, enfin franchement on verra après, peut-être que ça va être meilleur, ça va être moins bien, on verra bien ce qui va se passer, et franchement si c'est
ce personnage de théorie qu'on retrouve, ça peut être intéressant comme ça ne peut ne pas l'être. Enfin bref, on a eu donc le début de cette association entre Seth Rollins et Montesford. Enfin bref, on sent qu'il va s'allier avec les Street Profits et c'est peut-être la solution que la WWE ait trouvée, la meilleure. Enfin bref, c'est peut-être pas la bonne solution, vous savez peut-être, ça, on ne sait pas trop, mais c'est une bonne chose de l'essayer en tout cas. Je suis quand même assez ravi que la WWE ait essayé de faire cette association-là et qu'ils aient testé quoi. Enfin franchement, t'entraînes à rien comme je l'ai déjà dit et répété. Et franchement, Adam Pearce a donc exclu Théorie de la salle et si après il pense la meilleure décision possible, mais bon, on va voir maintenant dans les prochaines scénarios que la WWE compte faire avec cette association-là. Est-ce que Théorie va être suspendu, est-ce qu'il va être viré, enfin, on verra bien ce qu'ils vont nous réserver. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Rey Mysterio et Rusev pour être aspirant numéro au titre intercontinental détenu par França. L'intervention subie par Rey Mysterio a permis une mise en valeur splendide de Dragon Lee, et par son patient Dragon installe une alliance internationale de voltigeurs extrêmement prometteurs qui pose les bases d'un excellent programme futur pour la vision par public, un moment visuel dynamique et marquant. Le triomphe par contre de 3 à la suite d'un roll-up astucieux et hautement stratégique. Ce résultat valide l'éternelle pertinence de l'agent masqué, capable d'utiliser le poids même de son aide pour arracher une victoire capitale. En termes de statut d'aspirant, Mysterio met en place un dream match de haut vol contre Penta, une affiche qui fait déjà saliver la star du catch mexicain. Le résultat préserve le statut de monstre bulgare n'a pas été terrassé proprement par un finish, mais s'est fait surprendre par la ruse technique du luchador, ce qui justifie sa rage folle d'après-match de le maintenir comme une menace pour le roster. Fait dénouement par un relais surpris permet de désigner un aspirant numéro 1 légitime, sain pour autant détruire la physique et la puissance qui n'a pas été mis KO par une prise classique. C'est un choix de gestion de roster pour protéger le statut du collège tout en faisant. C'est l'histoire, c'est le point neutre. Le point négatif, ces matchs souffrent d'une terrible redondance et d'un encombrement créatif étouffant. C'est le deuxième match score par un roll-up après celui du match féminin, ce qui témoigne d'un manque de variété flagrant dans l'écriture des fins de combat. De plus, la vire à la confusion jeté dans le même segment. Penta, Evans, Mysterio, Page et Dragon Lee saturent l'espace, vu les motivations individuelles et transforment une course au titre noble en une vulgaire bagarre générale. D'après moi, suffisant à la clarté des enjeux, je suis complètement d'accord avec tout ce que je vous ai dit. Franchement, c'était la meilleure chose qui ait pu se passer dans ce show. Et franchement, c'est une tragédie que la WWE a su faire et a su mettre en avant. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Si t'apprends pas au main event, donc le segment final est un chef-d'œuvre absolu. Donc, c'est la signature de contrat entre Roman Reigns et la WWE Pro Star Supremacy, un contrat qui traite de la mythologie et des rapports de force interne de l'opposition visuelle et comportementale entre la fureur animale brute et incontrôlable déjà aucun et royal et lourd de sens de créer une tension dramatique extraordinaire. L'introduction d'enjeux moraux et extensif, le collier de l'œuf contre le statut de géant en laisse transforme un simple en un combat pour l'honneur. L'addition vire sur une poignée de main glaciale plutôt que sur une énième bagarre géante et un choix brillant qui respecte les codes d'honneur de la culture tribale. La destruction du mobilier dès son arrivée sur le ring est un procédé efficace pour signifier plus qu'un personnage et un monstre. Bien que la scène soit impressionnante, elle reste un artificier physique très courant dans l'histoire des signatures contre pour pressionner la foule à peu de frais s'inscrivant dans la pure tradition du divertissement sportif. Le placement et l'utilisation d'un léger manque de logique visuelle, voire un gentil totalement terrorisé face à la rage de la mais qui s'écarte installé et accuse sagement le ring d'écran lors de l'encalement qui était les lieux affaiblis. Le résumé si Fatwick était une menace si imprévue au point de renverser les tables, j'avais dû les laisser seuls
à 1 mètre de distance de la plus grande star de la simple demande verbale, brisant temporairement la chasteté de consenti, de l'incrédulité pour les spectateurs les plus pointueux. Mais c'était quand même un segment assez intéressant. On a vu que Jacob Fatou voulait rentrer dans la tête de Roman Reigns et l'inverse était vrai aussi. Mais bon, je trouve quand même qu'il y a cette pointe de déception qui n'est pas une bagarre, mais bon, c'était pour respecter l'équité. Enfin bref, c'est un point positif. Enfin bref, passons donc à Liv Morgan. Je vais vous en parler 2 minutes parce que j'ai eu quelques échos. Donc bien que l'équipe pour l'équipe, je installe parce qu'il faut qu'on pose les choses sérieusement. Je vois une tonne de haine écrite toujours en boucle, dans un boucle sur le réseau et dans mes commentaires libres. N'a pas défendu une seule fois depuis championne en carton, il ne faut rien, elle gâche. Mais calmez-vous 2 minutes et apprenez à analyser ce catch avec un peu de de rejeter la faute sur la lutteuse. Vous croyez vraiment que c'est Liv Morgan qui décide de ces segments et de ces matchs le lundi après? Pas du tout. Ce manque de défense de titre, c'est du pur booking. C'est la qui l'a décidé. C'est Serena Estero qui font le choix aujourd'hui de les feuilletons dramatique avec l'histoire d'amour toxique avec Dominique, la guerre interne et la rivalité et les rivalités de coulisses plutôt que de balancer des matchs de championnat gratuits et ça toutes les semaines. Liv n'y est pour rien. Puis regardez les résultats sur le CD captivante avec les skips qu'on lui donne. Et sur ce point-là, elle est totalement intouchable. C'est elle qui crève l'écran, c'est elle qui génère les plus grosses audiences d'euros et c'est elle qui fait réagir les foules tous les lundis soirs. Elle a réussi le tour de force de rendre sa ceinture championne du monde ultra importante et attractive sans même avoir besoin de catcher. C'est juste une stratégie marketing très irrationnelle. Ces matchs pour créer de la frustration chez vous. Ils vous font grimper la sauce pour que sa prochaine vraie défense de titre en premium devienne un rendez-vous immanquable, un événement historique que tout le monde aura les yeux rivés sur l'écran. Alors si le rythme actuel ne vous plaît pas, vous avez le droit de critiquer le booking d'équipe créative, mais respectez le travail destructeur et cariste de Liv Morgan parce que c'est elle la boss incontestée de la division. Qu'est-ce que vous en pensez? Comprenez la logique où vous êtes toujours soudés. Donnez-moi votre avis. Lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses. Ciao la logique. Ciao pardon l'équipe, mais c'est vrai que ce que je vous dis est réel et c'est un petit peu le problème que vous avez, c'est que vous critiquez le booking de Liv Morgan, mais c'est pas de sa faute et je viens de vous l'expliquer pourquoi. Enfin bref, je t'ai annoncé pour le prochain round, on aura donc le King et Queen of the Ring Tournament qui va commencer, donc ça sera du côté de l'Italie, donc vous avez bien l'horaire, ça sera à 20h du côté de l'Inalpi Stadium, enfin la même arène que Clash in Italy, donc on va bien voir ce qui va se dérouler et ce que va se passer pour Liv Morgan et j'espère que vous aurez compris mon analyse parce que c'est réel ce que je vous explique, enfin bref, et donc on verra les matchs du premier tour, ça sera qui contre qui, mais franchement j'ai hâte de voir ce PLE et comment il va se dérouler, enfin bref, n'hésitez pas donc à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao bye et à très vite.